Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on reçoit Edwige Coupez et Gaël Châtelain-Berry pour une petite matinée. Là, on va être ensemble pendant à peu près 1 heure autour des sujets en fait du bien-être personnel et du bien-être au travail et comment concilier ces deux facteurs essentiels. Edwige, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Edwige Coupez. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai longtemps parlé dans le micro à France Info pour présenter tous les drames de l'actualité et quelques bonnes nouvelles aussi. Il y a eu un moment où quand même j'ai eu du mal à donner ma voix et à prêter ma voix à tous ces nouvelles anxiogènes, en tout cas que je trouvais anxiogènes, et j'ai eu envie de m'investir dans autre chose qui me ressemblait plus et qui me faisait plus de bien personnellement, qui était plus en congruence avec mes valeurs. Et donc, j'ai monté une émission qui s'appelait Prenez soin de vous. Ça a duré 1 an. Tous les matins sur France Info, je donnais des conseils très pratiques, très concrets pour améliorer son bien-être. Alors, c'est un mot qu'il va falloir qu'on définissent un petit peu pendant cette heure, mais j'ai tendance à plus vouloir parler de mieux vivre, parce qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, voilà. Donc mieux vivre, c'est améliorer son quotidien, s'écouter plus, essayer de prendre soin de soi. Ça paraît souvent insurmontable dans nos vies qui sont très remplies, forcément, et finalement, j'ai trouvé intéressant de mener en parallèle cette chronique sur France Info et puis ces évolutions que j'ai menées dans ma vie. Parce que finalement, vous ne pouvez pas parler tous les matins de sujets de mieux vivre ou de bien-être sans vous-même vous y confronter, vous les expérimenter. Et donc, en fait, j'ai évolué en même temps que ma chronique. Et, euh, et donc, je suis un peu ma propre expérience. Et c'est assez intéressant parce que vous avez à la fois des résultats assez rapides, des premiers résultats assez rapides, et puis après, vous vous apercevez que ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur, mais que les intérêts, le côté positif, sont très importants, très 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 vite perceptibles et en plus, vous infusez sur vos proches et sur vos relations. Et voilà. Donc, en fait, mon cheminement a été celui-ci ces dernières années. Et aujourd'hui, je suis là justement pour un peu partager mon expérience et pas forcément vous donner des recettes miracles, parce que j'estime qu'il n'y en a pas. C'est à chacun de les trouver. Donc voilà, moi, je suis un peu une sorte de passeur, de médiateur, quoi. C'est un peu comme ça que je me vois. Bon, parfait. Gaël, je te laisse te représenter. Ouais, alors donc je suis Gaël Châtelain-Berry, je suis auteur et conférencier. Alors, Edwige, c'est hyper rigolo qu'on se retrouve sur une même discussion, parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré Edwige au travers de ses rubriques et de sa longue carrière à France Info, et donc elle me réveillait tous les matins, et notamment avec Prenez soin de vous. Et un jour, elle m'a contacté pour une interview pour un de mes livres. On s'est rencontrés. On a papoté de choses et d'autres, notamment des réseaux sociaux. Puis on a pris un Oui. déjeuner pour parler de réseaux sociaux. Et puis de fil en aiguille, on a parlé de plus en plus. Et elle travaillant sur le bien-être, ensuite partant de France Info. Et on s'est dit, il y a une vraie cohérence entre le bien-être dont elle parle, donc qui va de choses aussi rigolotes qu'aller faire des câlins aux arbres. Ne dévoile pas tout. Je vais vous laisser. Et au bien-être au travail. Et en fait, il y a une vraie cohérence entre les deux. Il n'y a pas, en fait, j'aime bien cette expression, le mieux-être, mais finalement, le terme, même s'il a une importance, n'est pas la chose fondamentale. Je pense que le message qu'on veut faire passer au travers du travail en commun qu'on a, c'est qu'il ne s'agit pas d'être bien dans ses baskets quand on est chez soi et d'être en souffrance quand on est au travail. L'inverse étant vrai. L'idéal et le monde des bisounours, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes dans les deux vies, la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour autant, enfin, je pense qu'on est tous pareil. Il y a des moments où ça va pas dans le boulot, ça va bien dans la vie perso. Parfois, c'est l'inverse et il faut avoir des leviers dans les deux pour pouvoir justement avoir une moyenne qui est plus qu'acceptable. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays quand même qui est suffisamment extraordinaire et je pense qu'avec Edwige, on partage cette conviction qu'on peut, en agissant soi, au lieu d'attendre des autres qu'ils agissent pour vous, en agissant soi,
on peut largement améliorer notre bien-être. Alors, je pense qu'on a un petit côté militant là-dessus, on est persuadé qu'on peut redonner le sourire aux gens s'ils agissent et qu'ils prennent conscience individuellement qu'ils peuvent agir. Et ça, c'est assez enthousiasmant, je dois dire. Alors j'ai une première question. On parle de bien-être, on parle de qualité de vie au travail, on parle de développement personnel. Bon, il y a beaucoup de termes qui sont très marketing aujourd'hui. Mais finalement, comme tu l'as dit, hein, il y a des personnes qui vont être heureuses, épanouies dans leur vie personnelle, des personnes qui vont être épanouies au travail, et les deux vont pas forcément ensemble. Mais finalement, pourquoi il y a un clivage entre le travail et la vie privée? Pourquoi les gens l'appréhendent de façon si différente et même parfois ont un comportement complètement différent? Mais alors, je vais répondre, si tu permets, Edwige, je vais donner un exemple, c'est Google a une fondation doté de millions de dollars qui travaillent sur la fin du travail. Pour répondre à ton question, pour moi, j'avais fait tout un article là-dessus. Le bien-être au travail, c'est qu'on est chez soi et qu'on ne travaille pas. Travail, l'origine du mot, enfin l'étymologie du mot, c'est tripalium. C'est un instrument de torture que les Romains utilisaient. Donc, la notion même de bonheur au travail est une insulte intellectuelle. C'est-à-dire que je donne l'exemple toujours de cet ouvrier à la chaîne qui avait gagné 10 millions d'euros. Il a démissionné tout de suite. Puis au bout de 6 mois, il s'est tellement ennuyé qu'il est revenu travailler, mais à mi-temps. Donc, je pense que le travail, quand il n'est pas subi, c'est génial, mais pour la grande partie, nous, on est des intellectuels à Paris, enfin pas à Paris géographiquement pour Edwige en ce moment, mais on est très, très privilégiés. Il y a plein de gens pour qui le travail, ils sont obligés de bosser pour payer le loyer. Il faut bien garder ça en tête. Tout le monde n'est pas cadre supérieur ou écrivain ou conférencière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edwige, mais… C'est, je pense, là où on a une urgence à intervenir, c'est qu'effectivement, il faut qu'on pense à s'adresser à tout le monde et à ne pas réserver cette notion de bien-être, de développement personnel à une certaine catégorie privilégiée de la population qui, quelque part, déjà peut a priori s'offrir des temps de pause, etc. C'est pourquoi je pense, en donnant des petites clés au quotidien, on peut aider une majorité de personnes. Et ça va sur des gestes très, très, très basiques. Mais je pense que finalement, peut-être que les personnes qui vivent déjà au contact de la nature, qui apprécient peut-être tout simplement un beau lever de soleil le matin en partant travailler, ou qui apprécient d'emmener leurs enfants à l'école et qui sont pleinement présents à cet instant, peut-être que ces personnes déjà acquièrent des petites clés du quotidien pour vivre mieux et profiter pleinement. Il faut aussi, et c'est là qu'on a une mission entre guillemets, c'est toucher les managers, toucher les DRH sur des notions clés de management bienveillant pour aller effectivement permettre à tout le monde, à tout un chacun au boulot de pouvoir avoir des temps de pause, de pouvoir avoir simplement, en fait, je pense que si on va toucher les managers, on va pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Si vous êtes tout le temps comment est-ce que vous pouvez être dans l'écoute vis-à-vis de vos managers si vous-même, vous n'êtes pas présent à vous-même et à votre mal-être? Comment est-ce que vous pouvez être dans l'empathie si vous-même, vous êtes toujours dans l'exigence envers vous-même et dans la recherche toute perpétuelle de la perfection? Comment est-ce que vous pouvez aller valoriser les talents de votre équipe si vous-même, vous êtes dans la comparaison et que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux à regarder Instagram et à vous dire « Ah, c'est pas juste ». Vous ne pourrez pas infuser dans des comportements vertueux à vos équipes. Je peux encore prendre un autre exemple. Aujourd'hui, la crise du Covid, et c'est de là donc on est parti avec Gaël, en fait, on s'est aperçu que cette crise, en quelques jours, même un discours de Macron, on s'est retrouvé plongé dans une incertitude totale. Nos habitudes de vie ont été balayées en quelques heures, quelques jours, et on a dû s'adapter. Et ce mot adaptation, c'est à mon avis un mot clé aujourd'hui pour révolutionner nos techniques de management, notre manière de travailler, notre manière de vivre en général. Et si vous acceptez de vous adapter, si vous acceptez les imprévus, les aléas, les incertitudes de la vie, eh ben vous serez plus dans le contrôle permanent. Et en étant plus dans le contrôle permanent, vous allez pouvoir avoir de meilleures relations avec les autres. Vous allez pouvoir lâcher du lest quand il faut. Vous allez pouvoir vous apercevoir que la recherche permanente de la performance, c'est pas une solution. Voilà, c'est ce en quoi je crois fondamentalement, et je pense que tout ça, ça permet de toucher un plus grand nombre.
Mais crois. tout ce que tu dis, Edwige, ça me pose une question, mais tout ça, ça demande Ouais, quand même un minimum d'intelligence émotionnelle. Donc, exactement. C'est pour ça qu'il faut est-ce que commencer c'est par. possible pour tous? C'est une très bonne question. Je réponds en deux choses. C'est pour ça qu'on a imaginé notre conférence en deux points avec Gaël. D'abord, pour développer une intelligence émotionnelle, il faut s'occuper de soi. Il faut prendre le temps de s'interroger sur qui on est, ce qu'on veut dans la vie, sur ses valeurs. Il faut prendre le temps d'écouter son corps, les signaux que nous, voilà, les signaux de notre corps. Si vous avez un malaise, etc., c'est pas à force de calmants et d'antidépresseurs que vous allez soigner tout ça. Donc prendre soin de soi, s'écouter. Et ensuite, vous serez en capacité d'aller écouter les autres. Ça, c'est un premier point. Et j'ai oublié le deuxième. Il faut que tu me le rappelles. C'était, aide-moi Christophe, je sais plus, Ah non, je ta te demandais question. si c'était donné à tout le monde, en Ouais, fait. voilà, exactement. Et ce travail sur l'intelligence émotionnelle, effectivement, je pense que c'est donné à tout le monde. Je pense que c'est donné à tout le monde. Martin Seligman, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une conférence à Paris, qui est le père de la psychologie positive, un chercheur américain brillant, euh, estime que tout le monde, tout un chacun peut prendre soin de soi et aller s'interroger sur son mieux vivre. Mais ça demande une rigueur, ça demande une discipline. Et quand je lui ai demandé si c'était facile, il a dit c'est accessible à tout le monde, oui. Mais non, ce n'est pas facile. Donc oui, ça demande un effort. Et je suis assez intimement persuadée que plus vous allez demander à quelqu'un de faire cet effort, moins il va le faire. Donc je crois au pouvoir de l'identification, du témoignage, de l'influence qu'on va pouvoir avoir. Parce qu'à force de voir des gens autour de vous qui s'épanouissent, qui arrivent moins stressés au travail, mais comment tu fais ah, tu fais ça? Ah bon, tu vas marcher, tu viens au boulot à pied 10 minutes et ça te fait du bien? Tu regardes le soleil et ça te fait du bien? Ah bon? Voilà, je pense qu'effectivement, plus vous allez dire à quelqu'un, mange 5 fruits et légumes, fais du sport. Non, les injonctions, ça marche pas. J'y crois pas. En revanche, laisser infuser et montrer l'exemple. Ça, c'est ce en quoi je crois. Mais surtout, je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Edwige sur le côté tout le monde peut apprendre. Je donne toujours le parallèle, que ce soit sur évoluer dans ses comportements ou la bienveillance, absolument tous les comportements humains. Là, sur toutes les personnes qui sont là, il y a probablement des gens qui savent jouer du piano et d'autres qui ne savent pas du tout. Je suis persuadé, enfin, c'est pas persuadé, c'est une évidence, qu'en une demi-heure, je peux apprendre à tout le monde à jouer du piano, un petit air avec deux doigts. Puis il va y avoir des gens extraordinaires qui vont être des génies. Il y a peut-être un Mozart qui nous regarde et qui va apprendre le piano comme un virtuose en une heure. Mais tout le monde peut jouer avec deux doigts la lettre A et Élise sans aucun problème. Et en fait, toutes ces démarches dont parlait Edwige, c'est exactement ça. Je pense que tout s'apprend. Ensuite, il y a des niveaux. Je pense que malgré tout, il y a des gens, on parle du quotient émotionnel comme du quotient intellectuel. Je pense qu'il y a des gens qui ont une forme d'appétence naturelle et un don naturel, au même titre que Mozart, le mec, il avait un don incroyable pour la musique. Et il y en a d'autres, ça va être, ils vont ramer un petit peu plus, mais par contre, ils peuvent apprendre. Et je trouve que c'est très enthousiasmant. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la société actuelle, et c'est vrai que la période a accentué ça, que de se dire on n'y peut rien, de baisser les bras, de se dire je vais pas bien, c'est comme ça. Cette phrase, le c'est comme ça, je crois qu'il n'y a rien de plus désespérant. Et effectivement, ça commence par regarder le soleil. Et là, par exemple, j'ai un arbre en face de moi. Ça me fait toujours plaisir de regarder mon arbre. C'est tout bête, mais ces petites choses, on a tendance à les oublier. Je ne sais pas si... Quel a été votre sentiment quand pour la première fois, vous avez pu sortir de chez vous sans avoir cette satanée autorisation? On a retrouvé des plaisirs qu'on pensait acquis et on se dit waouh, je peux sortir sans écrire un papier ou avoir mon autorisation et avoir conscience de ce plaisir, mais quel kiff, rien que ça. Bon, là, il y a un peu trop de gens qui redécouvrent le plaisir de ne pas mettre de masque, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est sûr. Je vais vous raconter l'anecdote d'un collègue qui un jour a reçu une plante. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'était comme agence de com qui avait envoyé une plante. Et il a mis cette plante à côté de son bureau. Et bon, c'était parfois quelqu'un qui
À France Info, on a toujours eu des horaires très décalés, donc parfois on est fatigué. Enfin, c'était pas forcément évident d'être toujours hyper joyeux. Il y avait du stress, etc. Enfin, il y a toujours d'ailleurs. Et sérieusement, au fur et à mesure des jours, j'ai vu ce collègue se métamorphoser avec sa plante. Il était heureux de s'occuper de sa plante. Il était heureux quand il est revenu de vacances qu'on ait arrosé sa plante. Il était heureux de voir qu'elle grandissait. Et c'est un tout petit truc de rien du tout. Mais après, il y avait dans un autre bureau, et ben, il y a des bacs à fleurs qui ont été posés et des collègues avaient planté des petits sapins, des petits brins de muguet, enfin voilà, et c'était tout simplement. Mais là aussi, il y a des études très sérieuses et il y a une journaliste qui s'appelle Pascal Derme qui a fait la planète pendant 7 ans pour aller ma connexion, non ça va, pour aller rendre compte de toutes les études qui montraient, des études scientifiques valides menées par les plus grandes universités, qu'elles soient suédoises, américaines, canadiennes, j'en ai plus d'autres en tête forcément, pour montrer les bienfaits de la nature sur le corps humain et sur le mental. On a toujours remarqué que quand on allait faire du sport dans la nature, on se sentait mieux, mais on ne savait pas pourquoi. Pascal Derme a fait le tour de toutes ces enquêtes scientifiques et c'est prouvé scientifiquement. La nature fait du bien. Et même une toute petite plante sur son bureau, déjà ça, eh ben, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Voilà. Bravo, messieurs. Voilà. Donc, vous êtes convaincus. Allez acheter des plantes. D'autres études ont montré aussi que les malades qui avaient une vue simplement sur un arbre ou sur un bout de ciel bleu à l'hôpital guérissaient plus vite. Et voilà. Donc, on n'a même pas besoin d'aller dans la nature. La simple vue de la nature déjà fait du bien. Alors, juste un point, on a parlé d'intelligence émotionnelle. Je regardais le classement, tu sais, il y a un classement en fait des soft skills essentiels en entreprise pour 2020. Alors l'intelligence émotionnelle, selon le World Economic Forum, ça apparaît qu'en 6e position. Donc c'est pas une priorité. Les priorités, c'est résolution de problèmes, pensée critique, créativité, gestion des équipes au sens management et collaboration, et puis coordination du travail. Donc en fait, la dimension émotionnelle intervient même pas dans le top 5 des priorités au sens des grands penseurs du management en entreprise. Donc une question quand même, parce que tout à l'heure tu disais il faut adresser les managers, il faut adresser les DRH, mais il y a quand même une complexité à adresser les managers aujourd'hui en entreprise qui sont déjà sursollicités. Et puis, finalement, les DRH, est-ce que c'est leur métier de faire ça? Gaël, tu réponds ou tu veux que je réponde? Comme tu veux. Moi, j'ai une réponse qui est... Je pense, en fait, dans le top 5 que tu viens de classer, et qui ne comporte pas l'intelligence émotionnelle, je pense qu'on se trompe quand on parle de soft skills. Tout le monde, tous les managers ne seront pas créatifs en top 3. Et puis certains seront top 1 au niveau de l'intelligence émotionnelle. En fait, personne n'est pareil. Chacun est différent. Et en fait, chacun, à mon sens, doit mettre en valeur là où il est bon, là où il est fort, pas aller chercher à coller à un modèle ou à son prédécesseur ou à la personne qui a eu une promotion dernièrement. Non, c'est pas comme ça que vous serez bon. C'est en trouvant ce qui vous fait vibrer, en trouvant ce qui a un sens pour vous, en trouvant ce qui est congruent. Et à partir de ce moment-là, vous allez gérer votre équipe avec, alors vous êtes super bon en résolution de problèmes parce que ça vous ressemble, ça vous convient et vous savez hyper bien faire. Vous allez baser votre gestion d'équipe sur cette valeur, sur ce soft skills, sur ce talent. Si vous avez une appétence particulière pour la créativité, si vous avez une âme d'artiste qui a été un peu cachée par vos études, etc., mettez-la en avant. Vous allez faire des icebreakers géniaux, vous allez amener vos équipes à faire du théâtre, vous allez amener vos équipes à dessiner les projets, je ne sais pas. Mais chacun a des potentiels différents. Et je crois qu'en fait, on a voulu, le mot polyvalence était le mot à la mode dans les entreprises il y a encore quelques temps. Il fallait qu'on soit polyvalent. Pour moi, c'est une sombre connerie. J'aimerais compléter, Christophe. Attends, je précise juste un point. Les soft skills que j'ai cités,
c'est ceux qui sont priorisés, notamment par les recruteurs. Donc, on a aussi ce problème de... voilà, on recherche quelqu'un, un profil type stéréotypé qui correspond à ce que les recruteurs souhaitent, parce qu'effectivement, les directions d'entreprise leur demandent de mettre en avant ces compétences comportementales. Mais Christophe, j'aimerais... Il faut qu'on aille aussi toucher les recruteurs. Oui. Pour compléter ce que vient de dire Edwige, il faut regarder le verre à moitié plein. Il y a 20 ans, aucun recruteur ne parlait d'intelligence émotionnelle. Aucun. On n'en avait rien à foutre. J'ai été diplômé d'école de commerce. Ce qu'on demandait, c'est d'être le meilleur financier, le meilleur marketeur. C'est des compétences techniques qu'on demandait uniquement. Le fait même qu'on se pose la question des soft skills, quel que soit leur classement, et je te rejoins, Edwige, on n'est pas tous créatifs, on n'est pas tous empathiques, on l'est à des degrés différents. Moi, tu me demandes de faire un dessin, je pense que j'ai à peu près les capacités graphiques d'un enfant de 2 ans. Quelqu'un d'autre va avoir ce talent-là. Mais rien que le fait qu'on se pose la question des soft skills et de l'intelligence émotionnelle, c'est un changement radical. Et je pense que la période qu'on vient de vivre, avec l'explosion des émotions, c'est-à-dire que là, on est dans l'émotionnel extrême. Les gens ont eu peur pour leur vie, on a encore peur pour notre vie parfois dans les entreprises. Je pense que l'intelligence émotionnelle va grandement gagner. Je vois mal des entreprises réussir leur recrutement dans les mois et années à venir s'ils n'intègrent pas le fait que les gens sont des gens avec toute la complexité émotionnelle qu'ils peuvent savoir. On n'est plus des robots, alors que je pense que si on part du 19e siècle jusqu'à, on va dire, au Covid, on a eu une longue évolution vers, finalement, on va te mettre dans une case et puis tu dois répondre à cette case. On parle... plein de grands groupes ont beaucoup de mal depuis 2-3 ans à recruter des jeunes collaborateurs, parce que ma génération, ça a été la fin d'un système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui était finalement, tout le monde est remplaçable, et puis c'est pas très grave, parce que si je m'emmerde dans mon travail, je peux démissionner, je retrouve un travail la semaine suivante. L'explosion du chômage, maintenant le Covid, etc., fait une génération qui est exigeante sur, oui, j'ai des émotions particulières, j'ai des besoins particuliers, et j'attends de mon entreprise qu'elle les intègre. Donc, alors, le RH va compliquer les choses. Moi, je nuancerais quand même, parce que je pense que bonne chance aux jeunes diplômés et aux moins de 30 ans pour trouver un boulot dans les 6 mois à venir. Hein. Mais je sais que tu es très négatif sur le sujet, Christophe. Non, mais c'est les chiffres qui parlent. Je suis pas négatif, c'est pas un jugement de... On les a pas encore, les chiffres. On commence à les avoir. Et puis, les mesures gouvernementales vont pas aider les jeunes diplômés. Quand on propose un apprenti financé par l'État pour 200 € par mois, si je suis toute entreprise va préférer faire un plan de recrutement d'apprentissage plutôt qu'un plan de recrutement de jeunes diplômés. Bon, c'était une aparté, mais... Ouais. Vaste débat, on pourrait y consacrer 1 heure entière. Je me demande aussi si ces jeunes diplômés, je vois les étudiants qui sortent du master de journalisme de Sciences Po, où je suis professeure depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Les profils changent énormément. Et de plus en plus, avant, tous nos étudiants passaient des bourses et étaient recrutés par les grands groupes de médias. Aujourd'hui, heureusement, c'est toujours le cas, mais ils sont nombreux aussi à inventer leur métier, à réinventer leur métier, à aller vers de nouvelles formes. Et ils nous disent très clairement, attendez, moi c'est bon, hein, à 19h, j'ai pas envie d'être encore au boulot. Ce qui est un peu bizarre quand on fait du journalisme. Au début, ça nous a un peu choqués à Sciences Po, mais il faut le prendre en compte. Donc, ils sont aussi en train d'inventer leur monde professionnel dans lequel ils ont envie d'évoluer. Je dis pas qu'ils vont y arriver tous et que ce sera très facile, mais regardez par exemple Charlotte Pudlowski qui a fondé le studio Louis Média, qui est un des meilleurs studios de podcast. Elle sort de Sciences Po, elle a 30 ans. Elle l'a fondé, son entreprise, avec succès. Voilà, et il y a des exemples à l'appel. Et je pense que c'est pas que valable dans le journalisme. Là, j'ai l'exemple de ma belle-fille, 26 ans, diplômée de Dauphine et de l'EDEC, qui est maintenant consultante en marketing numérique. Elle s'est installée à Berlin parce que les loyers sont moins chers et elle est très contente, alors qu'il y avait des grands groupes qui auraient bien aimé la voir. Mais c'est vrai qu'il y a ensuite plusieurs mondes et je pense qu'il y a une grande différence entre les diplômés de Sciences Po Paris ou de grandes écoles et ensuite, effectivement, avec moins de diplômes. Mais alors ça, c'est toujours la conviction que j'ai. Pour avoir été élevé par les jésuites, les gens qui ont une forme de pouvoir ou d'éducation, leur rôle, c'est de tirer vers le haut et pas de garder ce pouvoir rien que pour soi. Et tu parlais tout à l'heure, Edwige, d'irriguer.
quand on connaît le bien-être. Je pense que c'est vraiment fondamental et je crois énormément en entreprise, au fait que les gens qui gèrent bien leur bien-être, qu'ils soient professionnels ou personnels, aient une influence sur leur environnement et ne gardent pas ce petit truc pour eux en se disant « moi je suis bien, va te faire foutre, toi, si t'es mal ». Au contraire, il y a vraiment ce côté presque, j'allais dire militant, mais je pense qu'en ce moment, le militantisme sur le mieux-être, je vais garder ce mot mieux-être, Edwige, je crois, j'adore ce mot. Il faut être militant parce qu'en ce moment, c'est pas facile d'être militant pour ça, parce que les médias, tout nous pousse vers le bas. Moi, je suis choqué, je suis désolé, depuis 2 jours, tous les indicateurs économiques sont meilleurs que prévus par le gouvernement et la Banque centrale depuis 3 mois. Tous les indicateurs sont meilleurs. Ils ne sont pas bons, mais ils sont meilleurs. Mais ça ne fait pas la une des journaux. Quand on a du positif, et ça, en tant qu'ancien de TF1, de Canal+, et de Énergie, donc des médias, les mauvaises nouvelles font de l'audience. Les bonnes nouvelles ne font pas d'audience. Donc, il faut en avoir conscience. Et peut-être que le mieux-être passe par peut-être consommer moins les médias. Peut-être. Certains médias, malheureusement, oui, je suis assez d'accord avec ça. Et j'en arrive à un autre point qui, à mon avis, est important parce qu'on parle du monde du travail. Mais je pense qu'on pourrait très vite aborder le thème de l'éducation, de la pédagogie, parce que effectivement, alors dans les métiers du journalisme, aller vers le journalisme de solution, et c'est pas les trains qui arrivent à l'heure, non, c'est juste parler de ce qui fonctionne et d'infuser là aussi en valeur d'exemple. Le Premier ministre a dit qu'il voulait gouverner avec les initiatives locales. Il y a énormément d'initiatives locales. C'est très dommage, d'ailleurs, on est passé à côté de ça parce que les municipales, la façon dont elles ont été menées, n'ont pas pu montrer toutes les initiatives locales qui fleurissent partout dans les municipalités. Mais je pense que il faut partir de la base et infuser comme ça. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, ça m'arrive souvent, et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est vraiment en vacances, cette pige, en fait. Voilà, non, c'est ça, si j'ai retrouvé. En général, quand j'étais à la radio, j'ai un peu perdu cette habitude de parler pour rien dire. Bref, donc je voulais en venir à la pédagogie et je voulais en venir à la pédagogie et voilà, donc que ce soit dans le journalisme où effectivement il faudrait réapprendre à informer différemment. Mais de très bons magazines aujourd'hui le font, que ce soit Oui Demain, Zadig, il y a plein de choses qui émergent et donc il y a une autre façon de s'informer aujourd'hui. Mais quand je parle de pédagogie dans les écoles, par exemple, Alexandre Pachulski, qui est le fondateur de Talentsoft, travaille aussi sur un projet, même pas un projet, puisque l'école existe, ça s'appelle l'autre école à Boulogne. Et dans cette école, on n'apprend pas aux enfants Alors, on leur fait pas ingurgiter, on leur apprend à apprendre. Et donc, l'important, c'est pas de tester leurs connaissances, c'est de tester leur manière d'apprendre. Et on leur apprend à être aussi. Ils font de la méditation, mais c'est pas la méditation a été un peu galvaudée parce que c'est la recette miracle dont tout le monde parle. Mais déjà de leur apprendre à ressentir leurs émotions, à respirer, à se poser quand à un moment ils sentent que ils peuvent plus faire face. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, là aussi, il y a un autre chantier à mener. Et peut-être que comme pour l'écologie, finalement, bah, c'est nos enfants qui vont nous apprendre à mieux vivre, à mieux être. En tout cas, merci. Hein, tu as fait très bien le parallèle avec l'article qu'on a diffusé aujourd'hui qui s'intitule « La feuille de route du nouveau Premier ministre devrait influencer les politiques RH », où effectivement on reprend ces initiatives au niveau local, la mise en avant de la responsabilité sociétale, de l'écologie, etc. Des sujets qui pour le moment n'ont pas vraiment été intégrés par les entreprises et surtout pas dans les politiques et stratégies RH. Alors, il y a quelques commentaires. Il y a Michel qui nous dit « Le défi majeur pour améliorer la situation, c'est qu'en fait, les RH, les managers n'ont pas pris conscience de l'intérêt de la QVT et du bien-être au travail. » Mais oui, on en est toujours un peu là aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé du Covid en disant « Oui, on a dû passer d'une situation A à une situation B dans l'urgence de façon immédiate, etc. » Mais pour autant, est-ce que les leçons de cette expérience vont servir les entreprises? Moi, j'ai un doute par rapport à ça. J'ai des responsables de cabinets de recrutement et des RH avec qui j'ai discuté qui m'ont dit maintenant, de toute façon, quand on va diffuser une offre d'emploi, si on n'indique pas télétravail possible, les gens vont pas venir. Donc pour l'instant, ils en sont là.
Ils en sont à se dire, ah bah tiens, maintenant, pour le bien-être des gens, il faut qu'on intègre télétravail dans nos offres ou dans nos contrats. Mais ils n'ont pas tiqué sur la dimension globale du bien-être, les questions de bienveillance en entreprise. Pour l'instant, ça leur échappe. Ils sont vraiment sur des choses très pratico-pratiques et se disent, bah ok, il faut quand même que je continue à défendre ma marque employeur, mon image employeur, donc je vais intégrer le télétravail qui peut être un biais pour améliorer mon image. Mais c'est un bon début, tu sais, Christophe, c'est là le 20 août, je vais me faire une toute petite page de pub, j'ai mon nouveau bouquin qui sort qui est le bien-être au travail pour les nuls, dans la collection des nuls. Il faut bien avoir conscience qu'en France, on part de très, 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 très loin. On est très en retard par rapport à plein de pays, et pas forcément la Suède ou la Norvège auxquels on pense toujours, mais même par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre. Avant le Covid, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail. En une semaine, quasiment toutes les boîtes ont dû s'équiper pour du télétravail. Et maintenant, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'avant le Covid, je crois que c'était autour de 70% des salariés qui voulaient faire un peu de télétravail, pas 5 jours sur 5, bien entendu. Il y a un sondage qui est sorti où c'est plus de 90% maintenant. Donc, même si ça devient un peu par obligation que les entreprises se mettent enfin au télétravail, et là, je parle bien de la situation franco-française. La QVT en France, ça a commencé en 2008 avec la vague de suicides chez France Télécom et Renault. Il a fallu qu'il y ait des gens qui se suicident sur leur lieu de travail pour que les entreprises réalisent « Oh mon Dieu, le bien-être au travail, c'est important ». On est parti du négatif pour arriver à des politiques positives in fine, et je le constate que depuis 4-5 ans, où on parle non plus de stratégie de qualité de vie au travail, mais vraiment de fondamental pour garder les meilleurs éléments dans son entreprise, qu'effectivement, une entreprise qui n'aurait aucun accord de télétravail, une entreprise qui ne ferait pas attention à des choses toutes bêtes, c'est est-ce que mes salariés sont bien installés à leur bureau? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se fracasser le dos parce que les chaises que j'ai achetées chez Ikea ne sont pas bonnes? Toutes ces entreprises qui ne vont pas s'occuper de ces choses, à un moment, les salariés vont dire hey, « ciao ». Ou alors, comme le disait Edwige, monter leur propre entreprise. Parce qu'on ne pense pas assez à ça. Il y a une énorme difficulté des grands groupes aujourd'hui pour attirer les jeunes parce qu'ils ont été élevés par des parents de ma génération qui ont été un peu fracassés par les grands groupes. On ne va pas se mentir. La période des années 90 jusqu'à, on va dire, 2000, 2005, ça a été que du chômage. Que du chômage. Donc maintenant, la QVT, je pense qu'effectivement, c'est un peu du fonctionnel, en se disant on n'a pas le choix, le télétravail, on est obligé. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant que ça fait progresser la cause du bien-être, tant que, surtout, je pense à la région parisienne, parce que j'ai pas mal de commentaires sur mes différents réseaux sociaux, des gens qui disent « ouais, mais le télétravail, c'est du pipeau et compagnie ». Parlez à un Parisien ou quelqu'un qui travaille en Île-de-France, qui 2 fois par semaine s'économise 2 heures de trajet. Pour cette personne, c'est un vrai truc. Après, je pense qu'on a aussi des valeurs en France qui sont contradictoires avec le bien-être au travail, hein, les valeurs au sein des entreprises. Par exemple, en Europe, on est les champions du présentéisme. Mais là, c'est pas un comportement. C'est un comportement, excuse-moi, mais qui est dicté par les valeurs de l'entreprise. Oui, mais le présentéisme, l'histoire, je ne sais pas si tu la connais, parce qu'on est un cas unique quasiment au monde. Le présentéisme a commencé après la Deuxième Guerre mondiale avec la création du statut cadre, où il y avait des gens qui dirigeaient des équipes et qui n'avaient pas de différence statutaire. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé le statut cadre et les gens avaient plein d'autres avantages, notamment sur la retraite, sur la sécurité sociale, etc. Mais ils faisaient le même métier. Et ils se sont dit, il faut que je légitime par rapport à mes collègues le fait que j'ai ce statut cadre. Et donc, ils se sont dit, je vais rester plus tard. Mais il n'y a qu'en France où on te dit à 17h, si tu pars de ton bureau, tu prends ton après-midi. Il n'y a qu'en France. C'est ça. Il n'y a qu'en France. Et ce ne sont pas des valeurs. Pardon. Yael, très bien l'exemple des États-Unis où, au contraire, après 17h, si tu restais après 17h, c'était que tu n'avais pas bien travaillé parce que tu n'avais pas bien organisé ton temps de travail. Donc, pour une fois, là, on pourrait s'inspirer des États-Unis. Ouais, l'Angleterre aussi, je crois que c'est un peu le même fonctionnement. Google a fait une étude mondiale sur tous ses sièges sociaux, sur le présentéisme justement. Le seul siège social dans le monde où ils sont venus de Cupertino directement pour voir ce qui se passait tellement il y avait des problèmes, c'est la France. C'est-à-dire que le siège, par exemple, de Google à Londres, à 17h30, il n'y a plus personne. Et Google UK,
est pas tellement différent de Google France. Donc, je crois que ce sont des comportements qui doivent évoluer et je suis convaincu. Mais alors, ça, c'est mon côté. Tu commences à me connaître, Christophe et Edwige aussi. Je suis profondément optimiste. Je crois que cette période du Covid, pour le mieux-être au travail et peut-être dans la vie personnelle, ça, Edwige, tu pourrais peut-être en parler, a été un point de bascule. Mais vraiment, je pense que ça a été d'une telle violence, qu'on ne reviendra pas en arrière sur plein d'éléments. Sur d'autres, on reviendra, bien entendu, mais la boîte qui dirait non, non, toi, télétravail, tu n'as pas le droit, j'aimerais bien voir ces boîtes dans 2 ans. À l'inverse, je pense aussi que, bien évidemment, on parle beaucoup de la région parisienne ou des grandes agglomérations où les salariés ont beaucoup de trajets pour aller au boulot. Il faut quand même faire la part des choses. Et aussi des secteurs d'emploi où le télétravail est possible, ce qui n'est pas la majorité non plus des emplois en France. Mais à l'inverse, je pense que des gens qui se sont retrouvés en télétravail, forcés pour le coup, ont aussi pris conscience. Alors certes, ils n'avaient plus ce temps de transport et c'était un gain pour eux éventuellement. Mais ils se sont aussi rendus compte de la difficulté peut-être de se motiver tout seul, de l'importance de travailler en groupe, de l'importance d'avoir un bon manager qui allait impulser un élan, une dynamique, de l'importance, sans être dans le présentéisme, rester jusqu'à 20 heures pour bien se faire voir au patron, de l'importance de la petite pause café avec le collègue où on va réellement avoir une discussion et pas simplement bonjour, comment tu vas et passer à côté. Donc en fait, je pense que à contrario, le télétravail ne doit pas être, et c'est un peu ce que tu disais Christophe, être présenté comme la panacée absolue et quelque part l'excuse. Ah non, mais regardez, on s'occupe du bien-être au travail. Oui, on a mis le télétravail. Non, je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans parce que, à contrario, cette période de télétravail forcé pour beaucoup a montré l'importance de l'humain. Et pour le coup, c'est important de le souligner aussi. Et je connais des personnes qui étaient très heureuses de pouvoir retourner. Alors, c'était on panachait, mais d'avoir ce retour en entreprise était très important pour elles. Donc, je pense qu'il n'y a pas là non plus de solution miracle. Il y a des personnes qui, peut-être, on connaît ces notions d'introverti, d'extraverti. Il y a des personnes pour qui l'échange humain est très enrichissant et pour d'autres, c'est épuisant émotionnellement. Parler d'intelligence émotionnelle, là aussi, il faut se connaître. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus efficace à travailler toute seule et après à aller échanger avec d'autres personnes. L'open space, pour moi, est quelque chose de très fatigant émotionnellement parce que je capte beaucoup de choses, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et donc, j'ai compris comment je devais travailler. Ça, si vous pouvez donner cette opportunité à vos collaborateurs d'entendre ça, à mon avis, vous allez gagner aussi. Il n'y a pas une solution. Il y a des solutions qui passent par une discussion, une conversation, une écoute. Et voilà. Alors, c'est pas forcément évident dans un grand groupe quand vous devez être à l'écoute de tous vos salariés, j'entends bien. Mais à mon avis, il n'y a pas une solution unique à plaquer. Mais en fait, c'est ça le gigantesque défi. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont aperçues que c'était jouable. Tu as raison, il n'y a pas une solution, il y a une solution par personne. Et c'est ça. Et c'est ça qui est absolument fabuleux. Mais quand on parle de flex office, de flex horaire, toutes ces choses dont on parlait avant le Covid a finalement accéléré ces tendances-là. Et on va aller de plus en plus, à mon sens, vers chaque personne, parce que tout le monde ne vit pas dans une maison avec jardin, tout le monde n'a pas d'enfants ou des enfants. Et toutes ces notions purement humaines, alors elles ne sont pas encore rentrées dans toutes les politiques QVT, bien sûr, mais il y a eu une prise de conscience parce que les personnes qui font ces politiques elles-mêmes ont été concernées. Il faut bien avoir conscience quand même que c'est la première crise mondiale où tout le monde est touché de la même manière. Ensuite, les conditions de vie de cette crise ont été différentes. Entre quelqu'un qui a 3 enfants dans 40 mètres carrés et quelqu'un qui n'a pas d'enfants dans une grande maison, ce n'est pas la même vie, mais on était tous confinés, toutes et tous. Donc, cette chose-là fait que les décideurs, moi je connais des patrons de boîtes ou des DRH qui étaient très anti-télétravail, très anti-télétravail, très anti-stratégie de bien-être ou QVT, qui dit mais finalement, ouais, c'est pas mal. Donc, je pense qu'on accélère un mouvement qui était déjà très présent. Ça a débloqué les mentalités, je pense. Oui, complètement.
Je suis très optimiste. C'est bien, c'est une des clés pour vivre mieux. Mais non, mais rien que ce moment qu'on est en train de passer, je ne sais pas combien de personnes sont là, mais avant la crise, il y avait tellement peu de réflexes comme ça, de se dire, bah, finalement, là, Edwige est dans la Cambrousse, je ne sais où, dans l'ouest de la France. Moi, je suis chez moi à Paris, mais la semaine prochaine, je serai dans le sud de la France. Enfin, on est en train de réinventer aussi des formes de travail, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité créative des jeunes générations qui vont inventer beaucoup de métiers. Je parlais de ma belle-fille qui est à Berlin. Mon beau-fils, lui, a monté un business de scooter électrique il y a 1 an et demi maintenant. Je veux dire que son business, il est plutôt content en ce moment. Donc, et pareil, il est diplômé de l'EM Lyon. Et tout change parce que fondamentalement, on revient sur la chose la plus importante. Et ça, il y a une étude que j'avais vue, je pourrais peut-être la retrouver, mais sur le fait que les jeunes générations mesurent à quel point le bien-être personnel et le lien à la famille est beaucoup plus important que notre génération qui était plus axée vers la réussite sociale, s'entend, et économique, qui passe derrière pour les jeunes générations. Oui, par contre, là, tous les exemples, juste un bémol, mais vous avez cité plein d'exemples de jeunes générations qui ont créé des boîtes, mais ça a toujours existé. C'est pas lié à la génération actuelle. Effectivement, ce qui a peut-être changé dans la dimension, dans les jeunes générations actuellement, c'est leur rapport au travail, leur rapport à l'entreprise. Je ne suis pas d'accord, Christophe. Je me rappelle quand j'étais dans les années 90 dans mon école de commerce, le fantasme de tout le monde, c'était de rentrer chez L'Oréal ou alors à l'époque, c'était les Big Five, Andersen et compagnie. Va parler à des gens de EY, Ernst & Young, à la Défense, ils galèrent pour recruter des jeunes diplômés parce que les jeunes diplômés vont dans des petites structures et ils préfèrent aller dans un cabinet comptable de 50 personnes où il va y avoir une forme de relationnel. Il y a des vraies problématiques de recrutement et c'est pour ça que la DRH est au centre. Parce que c'est ce que je viens de dire. Ah, ben non, mais les gamins qui créent, on a toujours créé des entreprises. Non, je pense qu'il y a un vrai accélérateur par rapport à ma génération. Ma génération n'était pas une génération d'entrepreneurs. Il y en avait, bien sûr, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Oui, mais après, c'est contextuel aussi. T'avais pas. Et je veux parler, pardon. Ouais. Apporter un bémol, ne nous enterre pas trop vite, s'il te plaît, Gaël. Il n'y a pas que les jeunes générations qui montent leur boîte et qui inventent leur métier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et il y a un nombre pour le coup, dans les médias, de programmes sur les reconversions, les réorientations professionnelles. Il y a un nombre de programmes qui se développent, de podcasts pour vous aider à trouver votre ikigai. Donc, cette notion japonaise où vous allez trouver, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est en congruence, en fait, avec vos valeurs, votre façon de vivre et qui va pouvoir se lier au monde professionnel et aux besoins du marché du travail. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de gens qui quittent des grands groupes et puis qui vont se réinventer, mais voire partir sur l'artisanat. Et tout le monde va pas forcément aller faire néo-rural, c'est pas ça le problème. Mais il y a plein de façons de se réinventer et je crois qu'il y a énormément de programmes qui aident à cette reconversion. Donc, c'est pas... France Info fait un très beau feuilleton cet été, justement, sur les changements de vie. Exactement, ouais. Moi, je pense que c'est plus lié effectivement à l'époque et aux conditions à ce dont on dispose aujourd'hui, plutôt qu'il y a une génération en particulier. Je vais prendre un exemple tout simple, Gaël, et je pense que tu vas être d'accord. Quand tu as commencé à apprendre à jouer de la guitare, comme moi, bah, tu as galéré, tu n'avais pas Internet. Aujourd'hui, si tu commençais à apprendre la guitare aujourd'hui, tu irais beaucoup plus vite. Tu as une multitude de partitions, de cours en ligne. Tu as beaucoup plus de possibilités qui sont offertes aujourd'hui, que ce soit en apprentissage, que ce soit à tous les niveaux. L'information est accessible quasiment gratuitement partout. Donc les outils sont différents aujourd'hui. Et donc je pense que c'est ça aussi qui permet aux gens d'entreprendre. Et puis l'autre point, c'est que il y a 10, 15, 20 ans, la BPI n'était pas si généreuse avec les entrepreneurs. Mais c'est un avis. Hein. Non, mais je pense, très honnêtement, alors tu as raison, Edwige, de ne pas réduire ce mouvement-là aux jeunes générations. Malgré tout, en tant que parent,
par rapport à la génération de mes parents, qui étaient des parents des 30 glorieuses, qui mettaient en premier la réussite sociale comme vraiment quelque chose de fondamental. Je pense que les valeurs que l'on a transmises à nos enfants, c'est de penser avant tout à leur bien-être. Moi, je me rappelle de discussions, j'ai 5 enfants en tout, donc pas tous de moi, mais 5 en tout. À chaque fois, ils se posent la question de ça va être quoi ma vie, c'est quoi la réussite? Et je me rappelle de mon petit dernier qui m'avait posé la question, il devait avoir 8 ans. Il me fait, papa, mais est-ce que tu serais fier de moi si j'étais boulanger? Non, il n'avait pas dit boulanger, il avait dit plombier. Je dis, mais de quoi tu me parles? Bien sûr, je serais fier de toi tant que tu t'éclates, tant que tu es bien dans ce que tu fais. Alors que ça n'aurait pas été le cas, parce que là, par contre, dans la société française, le côté, un gamin qui a 13 ans revendiquerait le fait, dans une famille traditionnelle, je veux être plombier, en France, c'est très mal perçu ce genre de choses, parce qu'on a dévalorisé tout un ensemble de métiers, que dans ma génération, la réussite, c'est de devenir manager. Et les nouvelles générations ont changé ce paradigme, parce que notre génération a souffert du décalage économique pur et simple qu'il y avait entre la génération de nos parents et la nôtre, et on a transmis des valeurs. Ou alors, encore une fois, Edwige, je te rejoins, il y a aussi des personnes avec du poil blanc qui changent de vie, mais malgré tout, je pense qu'il y a un énorme accélérateur du fait de l'éducation. Moi, je crois aux vertus de l'éducation avant toute chose, et j'avais vu passer un commentaire autour des grandes écoles. Je pense que les grandes écoles, il serait temps et que toutes et tous apprennent le management, le vrai management bienveillant, le bien-être, et inclut aussi la notion de comment est-ce qu'on gère son bien-être. Il y a très peu, par exemple, de grandes écoles ou d'universités qui ont des cours de sport. C'est idiot à dire, mais prendre soin de son corps, ça fait partie aussi de ce mieux-être. Regardez un homme, alors je ne veux pas donner dans la caricature, mais regardez l'évolution du physique des hommes quand ils commencent à travailler. Bizarrement, à partir de 30 ans, il y a une forme d'empattement qui est limite culturelle. Et je pense que l'éducation est fondamentale, d'apprendre à prendre soin de son corps. Et c'est pas forcément avoir un look de dieu grec, parce que manger une bonne tartiflette, ça fait du bien aussi. Mais je crois, Gaël, et on le sait tous les deux pour être intervenus dans des programmes de management bienveillant, notamment dans certaines écoles, citons là l'école Pigier à Lyon, qui a un programme de RH. Et on est intervenus tous les deux dans cette classe où 40 heures étaient proposées au master sur le développement personnel, des recettes pour prendre soin de soi et mieux vivre. Et donc, du coup, en fait, ces managers-là sont sensibilisés dès leurs 20-25 ans à ces notions de mieux vivre, de mieux être et vont forcément l'infuser et l'irriguer. Donc, je pense que des écoles, et ça, c'est aussi valable à Sciences Po, au master de journalisme, là encore, je parle de ce que je connais, Arnaud de Saint-Simon, pardon, qui est l'ancien rédacteur en chef de Psychologie de Magazine, va donner un cours sur comment améliorer ses soft skills pour mieux préparer son projet professionnel. Donc, je veux dire, ce sont des choses qui commencent à rentrer dans les grandes écoles. Et si vous nous parlez un peu de votre conférence? C'est la plus belle conférence de la rentrée. C'est pour ça que je vous ai invité. Non, mais c'est vraiment, c'est avant tout. Non, mais c'est avant tout le plaisir de travailler avec Edwige. C'est tout bête, mais j'aurais jamais pu monter une conférence avec quelqu'un que j'aime pas bien, que je respecte, qui est crédible dans son domaine. Parce que malheureusement, il y a des tendances où on se dit, tiens, je vais être spécialiste en bien-être. Edwige, c'est une belle personne. Humainement, dans ses valeurs. Elle a fait des ruptures de vie comme j'ai fait. Donc, on a ça en commun. On est un peu des guerriers dans nos vies, d'une certaine manière. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais c'est trop cool ta vie, franchement. » Non, c'est pas cool. Ça a été une bataille. Et si je devais résumer cette conférence, c'est un bon moyen d'apprendre plein de choses en se marrant un bon coup, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, mais on parle de choses très sérieuses. Et moi, c'est la partie travail, et je vais laisser la parole à Edwige, parce que je suis un horrible bavard. Mais ça va être marrant, parce que tu es bien bavarde aussi, Edwige, quand même. Ouais, je crois que là, si on arrivera à tenir les timings comme on sera ensemble, ça va être compliqué. On va se battre pour prendre la parole, ça va être horrible.
Non, je disais que c'était avant tout une rencontre, et c'est vrai. Gaël, je l'ai rencontré derrière un micro à France Info pour que tu présentes Mon boss c'est nul, mais je le soigne. Mais très vite, effectivement, moi je te dois beaucoup, Gaël, parce que Gaël est quelqu'un qui croit alors, je ne sais pas si c'est de l'intelligence émotionnelle, Christophe, mais Gaël a à cette façon de percevoir les gens et de croire en eux et de déceler quelque part, d'arriver à déceler justement les talents et même parfois de les voir mieux que les propres personnes. Et tu as une grande fidélité et tu as une grande capacité d'entraînement aussi. Et j'avoue que cette conférence, elle arrive d'une manière un peu étonnante, mais je suis ravie qu'elle se fasse et elle ne se serait pas faite si on n'y avait pas mis de nous deux entièrement en fait. Et elle s'est montée aussi à travers toutes nos conversations où on échangeait sur nos sujets respectifs. Alors Gaëlle, toujours avec beaucoup de moqueries sur mes câlins aux arbres, par exemple, nous en reparlerons parce que je vais t'emmener faire des câlins aux arbres. On devrait mettre un arbre sur scène d'ailleurs quand on fera nos conférences. Mais voilà, donc il y a. Enfin, Gaël m'avait dit une fois, je pense qu'il y a que toi pour me faire entendre ce genre de sujet parce qu'il a compris que c'était pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fake derrière. Mais j'y vois vraiment une rencontre et une complémentarité. Voilà. Et on a cette authenticité tous les deux qui fait que je pense on peut, et je le dis en toute simplicité, en toute honnêteté, je pense qu'on peut, par nos expériences et nos partages d'expériences, on peut toucher des gens. Et ça, c'est un grand principe de la pédagogie. On apprend bien quand on y associe un sentiment à une connaissance, quand on y associe une émotion. Et je pense qu'on peut et qu'on a cette capacité d'aller toucher l'humain, d'aller toucher les personnes. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire passer des messages. En tout cas, je le crois. Ça marche. Et alors, cette conférence, si une entreprise veut, comment ça se passe? On vous passe une commande? Comment ça fonctionne? Soit sur nos profils LinkedIn respectifs, soit sur nos sites web respectifs. On nous contacte et on a un dossier qui est super beau, qui présente la conférence. Oui, ne souris pas. Je sais, alors, tu sais que, Edwige, je vais balancer une information sur Christophe. Il s'est moqué de ta mise en page. Ok. Il a dit que ça faisait un peu publicité pour Spa. Eh bien, j'attends le cours et le débrief pour m'améliorer. Donc, en fait, on fait la conférence, qui veut, alors, soit en présentiel, soit en distanciel. Et on n'a pas encore calé ça avec Edwige, parce que la période a été un peu perturbée, mais on fera probablement des versions conférences en ligne à la rentrée. Bon, on n'a pas encore calé, il faut qu'on en parle, mais c'est très probable, parce que je dois bien avouer que j'ai pris goût aux webconférences, qui sont très différentes des webinaires, et c'est un bon moyen. Ça marche. Ce qui est assez incroyable avec les webconférences, c'est que, alors, il y a forcément la frustration de ne pas avoir les personnes, le public en face de soi. Et ça, il y a une frustration. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet une autre manière d'interagir. Et ça permet, donc comme par exemple là, le chat en direct que tu animes, Christophe, mais ça permet aussi, et Gaël le fait très bien, de soulever des sondages en ligne, de soulever des questionnements en ligne. Et toutes les entreprises qui avaient déjà mis ces outils de réaction en live dans les conférences physiques, les outils comme Zoom et comme tous les outils de conférences virtuelles aujourd'hui le permettent, et ça permet de générer énormément d'interactions nouvelles. Et ça, c'est très intéressant, et ce sont des outils qu'il faut vraiment dont il faut qu'on s'en empare, parce que ça peut permettre de vraiment créer d'autres relations avec le public et avec ceux qui nous suivent. C'est une des forces du confinement. Exactement. On a dû se réinventer. Pardon ? On a dû se réinventer. C'est ça, et je crois que beaucoup de personnes l'ont fait en fait, et ça a permis, on a un petit peu parlé des conséquences du confinement, et tu me demandais, Christophe, de mon point de vue, je pense que ça a permis à beaucoup de gens de se rendre compte
qu'ils avaient cette capacité à s'adapter. Et ça va de la prof de yoga qui n'a plus donné de cours dans un studio parce qu'elle pouvait pas et qui a proposé des cours en live et qui maintenant fait des vidéos et qui développe un public tout à fait nouveau et qui a des élèves partout en France et plus seulement dans sa région. Et ça va, il y a des exemples multiples. Donc ça, c'est une des très belles découvertes de ce confinement. Eh ben, je pense qu'on va conclure. Il est bientôt 11 heures. Gaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en conclusion? Nous souhaiter de bonnes vacances? Bonnes vacances alors à celle qui est déjà en vacances et qui nous fait vraiment le plaisir de retravailler pendant une petite heure. Edwige, c'est toujours un plaisir de te revoir. Donc, vivement le retour qu'on se voit dans la vraie vie. Christophe, mille merci pour l'invitation. Mine de rien, moi je remercie beaucoup Edwige, mais Christophe, myrhline.com, c'est quand même une plateforme juste génialissime. Je te remercie de la confiance que tu nous fais. Voilà, je suis toujours reconnaissant et j'ai jamais mordu les mains qui m'ont nourri. Et tu fais partie de ces jolies mains. Et donc, non, c'est vrai. Et quand tu es conférencier, que tu écris des bêtises sur le management, parce que j'écris avec 300 mots de vocabulaire, parfois, les professionnels peuvent avoir tendance à pas te prendre au sérieux. Et il y a des gens qui écrivent sur le management, sur le bien-être, avec des trucs incroyablement complexes, et puis ils pensent être intelligents parce qu'on ne comprend pas leurs phrases. Je pense qu'avec Edwige, on a ça en commun, du fait de son passé radio aussi, on n'a pas besoin de grands mots de vocabulaire pour faire avancer les choses et pour faire comprendre des concepts. Et voilà, donc mes vacances vont permettre de me ressourcer, peut-être de remplacer dans mes 300 mots certains par d'autres. On verra. Bon, rendez-vous dans un mois. Alors normalement, on devrait... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Moi, c'est le message que j'ai envie de vous dire en conclusion. Et Christophe, j'accepte la critique, mais du coup, j'attends les conseils pour améliorer ma présentation. Pour information, Gaël a acquiescé quand je lui ai dit. Alors, c'était pour la parenthèse. De rien, Gaël. Alors, prochain rendez-vous sur la thématique du bien-être en entreprise, le mardi 29 septembre à Paris, où on va normalement organiser une matinale RH. On reprend les matinales RH à la rentrée, sauf contre-indication. Logiquement, Gaël devrait être présent pour nous parler de son nouveau livre notamment, et puis revenir sur cette conférence. Edwige, t'es la bienvenue si tu veux te joindre à nous le mardi 29 septembre, c'est dans le 10e ou 11e à Paris, bon, je repréciserai. Et en tout cas, je vous remercie tous les deux pour ce moment passé ensemble ce matin, et puis je souhaite à tout le monde un magnifique été et une excellente fin de semaine. Merci. Ciao tout le monde, salut. Au revoir. Au revoir.